Voilà, nous allons commencer parce que je pense qu'il y en a sans doute plus d'un qui auront été découragés par cette mobilité freinée à Bruxelles. Mais heureusement, notre conférencière du jour, Madame Micheline Calmiré, est parmi nous. Et je voudrais la remercier très sincèrement de sa présence, remercier aussi tous les services des deux ambassades de Suisse auprès de la Belgique et de l'OTAN et auprès de l'Union européenne pour leur collaboration. Beaucoup d'entre vous le savent, c'est ici un cycle que nous avons construit à l'Académie depuis maintenant un peu plus d'un an, qui vise à entendre des points de vue sur les relations internationales, sur le monde globalisé, mais des points de vue chaque fois spécifiques. Et nous nous sommes dit, il n'y a pas tellement longtemps, que nous n'avions encore pas entendu un point de vue suisse. Et nous avons évidemment tout de suite pensé qu'une ancienne présidente de la Confédération suisse, une ancienne ministre des Affaires étrangères, si j'adapte, et qui a en plus eu un rôle particulièrement important et particulièrement délicat dans un certain nombre de crises internationales, serait un point de vue extraordinaire à entendre sur la gouvernance de manière générale et sur les relations internationales. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Madame Calmiré de nous rejoindre et de nous faire part de son expérience. Nous discutions il y a un instant sur l'intérêt et y compris dans les cénacles académiques, d'avoir des professeurs, et Mme Calmiré enseigne à l'Université de Genève, d'avoir des professeurs qui ont une connaissance pratique, une expérience pratique des relations internationales. D'ailleurs, pas que des relations internationales, de beaucoup d'autres domaines. Notre président, architecte, pourrait dire aussi qu'en architecture, il vaut mieux avoir construit un certain nombre de bâtiments pour enseigner l'architecture. C'est souvent plus rassurant, du moins pour les futurs clients, des architectes ainsi formés. Je crois que c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de césure, de séparation entre le monde de la pratique, je dirais, et le monde de la théorie. Je rappelle qu'un des grands tenants de cette sainte alliance était Leibniz, Leibniz qui va être le premier secrétaire perpétuel de l'Académie de Berlin. Donc il y a un lien entre les académies, surtout les académies européennes, et cette union entre une pratique et une théorie. C'est dire le plaisir que j'ai à accueillir Calmiré ce soir, et je vais laisser la parole à mon confrère Jean de Ruyt, qui va dire quelques mots d'introduction et qui ensuite modérera le débat. Je ne sais pas si le débat aura besoin d'être modéré. Je vous fais confiance pour le laisser très modéré, sans intervention extérieure. Mais voilà, Jean, tu as la parole. Voilà, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'introduire la conférencière d'aujourd'hui qui a été pendant 2 années présidente de la Confédération helvétique et pendant 9 ans ministre des Affaires étrangères de Suisse, que j'apercevais dans des réunions que nous avions soit aux Nations Unies, soit à Bruxelles. Rapidement, passant en revue la biographie de Micheline Calmiré. Elle est originaire de Chémillon, un merveilleux endroit dans le Valais, Crans-Montana, c'est à côté de Crans-Montana. Elle est licenciée en sciences politiques de l'Institut des hautes études internationales de l'Université de Genève. Elle a épousé en 1966 André Calvi, le nom, et géré avec lui, d'après ce qu'on m'a dit, une société de diffusion de livres pendant un certain temps. Mais elle a très rapidement aussi est rentrée en politique avec le Parti socialiste de Genève. Elle a été députée au Grand Conseil genevois à partir de 1981.
Elle a présidé le Grand Conseil genevois en 1992-93. Puis, elle est entrée au Conseil d'État genevois, où elle était en charge du département des finances, qu'elle présidera en 2001-2002. Et c'est en 2002 que Micheline Calmiré a rejoint, si on peut dire, la Confédération helvétique, en devenant ministre des Affaires étrangères, poste qu'elle occupera pendant 9 ans, donc de 2002 à 2011. Pendant cette période, étant un des 7 membres donc, du Conseil fédéral, elle en sera présidente, donc présidente, chef de l'État suisse, donc en 2007 et 2011. Depuis, elle est professeure invitée à l'Université de Genève et a participé à divers panels des Nations Unies s'occupant de problèmes globaux. Elle a aussi écrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels La Suisse que je souhaite, qui, je crois, est une sorte de démonstration de l'ambition de ce pays, qui n'est quand même pas une grande puissance, mais qui a un rôle tellement important dans le monde depuis toujours. Micheline Calmiré est une Européenne convaincue. Elle l'a prouvé tout au long de sa carrière politique, mais encore récemment en poussant la négociation du fameux accord cadre, l'accord institutionnel avec l'Union européenne, qu'on négocie depuis 8 ans, je crois, maintenant, avec l'espoir toujours que ça va se terminer. C'est encore plus long que le Brexit. Hein. Elle s'est aussi beaucoup occupée pendant son long parcours aux affaires étrangères des grands conflits de notre époque. Je pense particulièrement à l'initiative de Genève, parce que je me suis pas mal occupé à ce moment-là aussi d'essayer de maintenir en vie le processus de paix israélo-palestinien, donc l'initiative de Genève en 2003 avec Yossi Beilin et Yasser Abdrabbo, pour essayer de maintenir la flamme qui malheureusement s'est éteinte par la suite. Elle s'est occupée aussi de la crise du Kosovo, de l'Arménie, de la Géorgie et aussi de l'Iran. Elle a, alors qu'avec l'élection de Ahmadinejad en Iran, on avait un peu désespéré de continuer le dialogue, elle a poussé, je crois, et c'est quelque chose pour lequel qui a une grande importance, donc de garder le dialogue ouvert malgré les difficultés. Donc, Madame la Présidente, vous allez nous entretenir de la diversité ou les défis d'une gouvernance transnationale. Je vous cède la parole. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir parce que j'aime beaucoup la Belgique, qui est un pays qui est un super partenaire de la Suisse et qui ressemble par bien des aspects à mon pays. Mesdames et messieurs, vous le savez, dans ce 21e siècle hyper moderne, ce siècle de découvertes techniques prodigieuses qui transforment notre vie à un rythme fulgurant. Par exemple, alors qu'il fallait autrefois jusqu'à une journée entière pour se rendre d'un village à un autre, aujourd'hui nous pouvons nous connecter en quelques secondes aux régions les plus isolées du monde. Et l'information nous parvient presque instantanément d'une capitale européenne à un hameau risicole au fond de l'Asie, malgré des milliers de kilomètres qui nous séparent. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que ces habitants dans cet hameau perdu de l'Asie mangent les mêmes pommes frites standardisées que nous. En un siècle, nous sommes passés d'un monde dominé par le continent européen à un monde au sein duquel les lieux de décision se sont décentralisés et multipliés. Un monde interdépendant où les risques sont globaux, où les rapports de force se complexifient. Et les jeux de quelques superpuissances commencent à remplacer le multilatéralisme classique. Nous assistons à ce que nous pourrions appeler une dislocation de l'ordre international établi, ou plus diplomatiquement dit, à une adaptation générale au changement du monde. Rupture transatlantique. Le 16 février dernier à Munich, le vice-président américain Mike Pence a abreuvé les Européens de récriminations. Le président Trump a pulvérisé quelques accords internationaux, l'accord de Paris,
le traité de libre-échange transpacifique. Il décrète des taxes sur les importations au mépris de règles internationales, mène une guerre commerciale contre la Chine et contre l'Europe. Il teste les Européens et l'Alliance atlantique en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël et se retire de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. La Chine, elle, qui un temps s'était faite la défenseuse du multilatéralisme, recule. Le président Xi Jinping était venu à Davos et il avait fait un grand discours pour défendre le multilatéralisme. Mais la Chine a refusé de se joindre au traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, s'opposant à la multilatéralisation du traité et privilégiant ainsi la compétition des grandes puissances. Mais l'approche de la Chine est toutefois très différente de celle des États-Unis, car son approche se veut ciblée. À l'origine de la création d'une nouvelle banque de développement et du projet de la route de la soie, ces projets impliquent le développement de toute une série de relations avec les pays concernés. La Russie, elle est championne du maniement du veto au Conseil de sécurité. Elle se libère des contraintes du multilatéralisme parce qu'elle veut maintenir ses positions dans une compétition internationale qu'elle a réussi à réintégrer. La Russie de M. Poutine a pour but de rendre à son pays son rôle de puissance mondiale. Il annexe la Crimée, se rend maître du jeu dans l'est de l'Ukraine et en Syrie. Et l'Europe reste seule à défendre le multilatéralisme. Mais l'Europe ne peut devenir un acteur de cette grande compétition que si elle est unie. Or, elle ne l'est pas. Conséquence, la suprématie d'une ou de quelques superpuissances, de groupes plus ou moins informels, comme le G77 au sein des Nations Unies, le G7, le G8, le G2, les Six Party Talks, le format Normandie, ces formules, ces forums, ces groupes remplacent le multilatéralisme classique. Et la puissance se mesure désormais plus seulement à la taille, au poids, à la superficie, à la démographie, mais bien plus à la capacité d'un État à s'investir, à s'imposer, à peser dans le plus grand nombre de ces forums. Dans un entretien au Monde, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, constate que le monde dans lequel nous vivons n'est plus un monde bipolaire ou unipolaire, mais que ce n'est pas encore un monde multipolaire et qu'à bien des égards, c'est un monde chaotique. L'impunité et l'imprévisibilité ont tendance à prévaloir, dit-il, et non seulement les conflits deviennent de plus en plus interconnectés, mais ils sont interconnectés également avec la menace du terrorisme. Parallèlement à ces mouvements, des idéologies antimondialistes et identitaires se développent. On se comprend en opposition aux autres, nos mots viendraient de la mondialisation, on prône la protection et le repli et on regarde d'un œil soupçonneux l'innovation et la disparition des processus traditionnels de production. Le projet universaliste occidental, le marché libre, les droits humains, la résolution pacifique des conflits sont remis en cause et même la France, pays qui se considère comme la patrie des droits humains, prend ses distances. Le président français a refusé de, entre guillemets, donner des leçons au président égyptien Al-Sisi. Il s'est autorisé à critiquer la chancelière allemande lorsqu'après l'assassinat du journaliste Yamal Khashoggi, elle a réclamé un embargo sur les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. La défense des droits humains serait, selon lui, à replacer dans un cadre plus général, celui du multilatéralisme. Or, si les organisations internationales créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale redoublent d'activités avec des centaines de milliers de soldats de la paix des Nations Unies et d'agents civils qui sont déployés, le fonctionnement de ces organisations ne reflète plus la répartition des forces ni la complexité de beaucoup de problèmes. Qui décide de la guerre et de la paix dans un monde où il n'y a plus de déclaration de guerre, où les règles d'humanité sont ignorées, dans un monde où on tue à distance avec des drones comme dans un jeu vidéo? Qui faut-il incriminer si des millions d'hommes et de femmes n'ont pas à manger, si ce sont des dizaines de milliers à mourir de faim chaque jour, si les besoins même les plus élémentaires ne sont pas satisfaits et si le climat se réchauffe et que l'injustice règne? Nous avons les technologies, le savoir-faire, les ressources financières pour répondre à ces défis. Mais pour réussir, les différents intérêts en jeu sont à équilibrer. Or, je vois deux obstacles pour réaliser cet équilibre en termes de gouvernance. Le premier, il n'existe aucune autorité supérieure
qui puisse attester des risques globaux, ni une autorité de nature à imposer des mesures pour y répondre. Qui définit la nature des risques et des problèmes auxquels nous faisons face? Qui est responsable? Comment être certain que chacun et chacune bénéficie du développement? Et le deuxième problème, c'est le concept de nation, aujourd'hui, ne coïncide plus avec l'organisation des États, sauf exception, et encore moins avec l'organisation d'ensembles institutionnels aussi diversifiés que par exemple votre pays, la Belgique, bien la Suisse ou bien encore l'Union européenne. L'idée de la démocratie est traditionnellement liée à celle de la nation. Elle devrait se réaliser chaque fois dans un peuple singulier avec ses spécificités nationales de langue, de culture et d'histoire. À défaut d'une telle synthèse, il n'y aurait plus de démocratie réalisée car il n'y aurait à proprement parler plus aucun peuple, aucune communauté de citoyens. Et à vrai dire, ce paradoxe semble insurmontable tant que l'on identifie strictement la souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie, à la souveraineté nationale et cette dernière à la souveraineté étatique. Quand on tente de définir ce qu'est la gouvernance transnationale, on en revient souvent à l'image d'une tension entre deux pôles, d'une dialectique entre la volonté d'autonomie des partis et la nécessité de s'unir au profit d'un pouvoir central. Et vous m'autoriserez à vous parler un peu de l'exemple de la Suisse, qui est, à mon sens, assez intéressant, car à l'origine, la Suisse est, comme l'Europe de Bruxelles, un phénomène international. Elle existe en fonction d'un traité et non pas d'une constitution. La Suisse figure parmi les pays les plus compétitifs et innovateurs du monde, comme n'étant membre ni de l'Union européenne ni de l'OTAN. Comment parvient-elle à assurer la sécurité et le bien-être à ses quelques 8,5 millions d'habitants? Et comment parvient-elle à gérer une réalité nationale aussi diversifiée, 4 langues nationales, plusieurs religions, différentes cultures et 25% de sa population étrangère? À bien des égards, d'ailleurs, la Suisse peut être comparée à la Belgique, d'une taille similaire et confrontée à la complexité d'avoir à gérer plusieurs langues, plusieurs religions et plusieurs cultures. Mesdames et messieurs, la culture politique suisse est atypique. Elle ne ressemble pas aux cultures nationales qui l'entourent. Elle est une représentation fidèle d'une culture européenne dont elle est le référent historique. La démocratie suisse est antérieure à la Réforme et à la Révolution française. En 1323, le servage est aboli dans l'ensemble des Waldstätten. On appelle Waldstätten les 3 cantons dits primitifs, constitutifs du cœur de la Suisse. Dans les 3 cantons primitifs, tous les hommes sont libres. En 1387, la Landsgemeinde, l'Assemblée des citoyens de Glaris, s'institue en assemblée souveraine où la majorité fait loi. Et Machiavel disait, à propos de cette organisation, « Les Suisses détestent les princes et la noblesse, eux-mêmes jouissant tous de la plus grande liberté et sans la moindre distinction entre eux, hormis qu'ils siègent dans les magistratures. » Très tôt, les Suisses obéissent à quelques règles élémentaires, à savoir celle de l'égalité des inégaux à tous les niveaux du pouvoir central et celle de la subsidiarité, c'est-à-dire que les parties constituantes exercent les pouvoirs qui ne sont pas formellement délégués au centre. La Suisse n'a pas passé l'étape de l'État-nation. Et paradoxe, cette ancienne démocratie organisée comme une fédération décentralisée étonne par sa modernité. Le modèle suisse est caractérisé par une forme de fédéralisme basée sur de multiples affiliations. Elle est une démocratie institutionnelle fondée sur des institutions, le fédéralisme, la démocratie directe et la neutralité. Et un espace politique considérable a été conféré aux citoyens et citoyennes dans la mesure des processus de démocratie directe, établissement des droits populaires, initiatives et référendums, votes et élections fréquents, partis politiques organisés au niveau des fédérations. Nous rejetons le centralisme, nous reconnaissons la spécificité des différents cantons et communes, la pluralité des langues, des religions, des traditions locales. Et pendant des siècles, la Confédération n'avait pas de centre officiel, pas de constitution, seulement une institution fédérale, la Diète, sans pouvoir précisément défini.
Aujourd'hui, d'ailleurs, le rôle de notre gouvernement central, le Conseil fédéral, est plus d'assurer une certaine coordination que celui d'un pouvoir affirmé. Il est élu sans plateforme politique, composé de représentants des plus grands partis politiques du pays qui doivent tenter de trouver des terrains d'entente pour gouverner. Je me souviens avoir été en France, parler de la démocratie directe suisse, et un auditeur m'a dit « Mais enfin, madame, vous étiez au Conseil fédéral, vous avez gouverné avec des gens de partis opposés aux vôtres, c'est comme si en France, Mélenchon gouvernait avec Macron. » J'ai dit « Oui, c'est ça qui se passe chez nous. » Donc nous avons en plus construit des mécanismes appropriés pour rétablir l'équilibre si jamais ce dernier pouvait être durablement perturbé, des systèmes de péréquation financière intercantonale, des doubles majorités canton, population pour certains votes, des lois d'harmonisation en matière culturelle, en matière fiscale, établissement au niveau de la Confédération de plancher minimum de solidarité, comme l'assurance vieillesse et survivants, l'AVS, qui est une sorte de revenu inconditionnel pour les personnes de plus de 65 ans, qui fait partie de notre identité, un peu comme la neutralité, presque comme la neutralité. Des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes décidées au niveau fédéral, qui nous valent quelques problèmes d'ailleurs dans les négociations avec l'Union européenne en ce moment. Et cette évolution a connu des hauts et des bas. Elle ne s'est pas faite sans effort. La Suisse a aussi un passé de conflits idéologiques et religieux qui ont menacé sa survie. Et si ces conflits violents se sont éteints depuis, c'est que nous avons appris à trouver des instruments de partage du pouvoir durant une longue période que nous avons appelée Kulturkampf, littéralement la guerre des cultures, qui a abouti à l'État suisse moderne en 1848. Et c'est de manière pragmatique, finalement, que la paix entre les cantons et entre libéralisme et conservatisme s'est construite. Plutôt que de résoudre cette Kulturkampf par la victoire d'une partie, on a préféré un système empêchant l'hégémonie d'une des parties sur les autres. La volonté de paix l'a ainsi emporté sur l'imposition d'une vision du monde. L'expérience institutionnelle de la Suisse a influencé maints penseurs et philosophes qui, en retour, ont apporté une contribution à la construction progressive de nos valeurs, mais aussi des valeurs européennes. Laissez-moi citer le philosophe et religieux français du XVIIIe siècle, Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre. Celui-ci a remarqué que la paix en Europe n'était pas donnée, qu'un fondement stable et durable pour développer le continent faisait défaut. Il a constaté que l'Europe se trouvait plutôt dans un état de trêve fragile, garanti par des traités, que dans un état de paix. Dans son projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, il cite en 1713 les 13 souverainetés, c'est-à-dire les 13 cantons des Suisses comme l'un des modèles pour que l'Europe trouve sa paix dans une Union européenne où les conflits se termineraient sans guerre et par la voie des arbitres. Ce qui m'importe dans cette citation, c'est moins le fait qu'il a fallu un quart de millénaire pour réaliser le rêve de l'abbé au niveau européen, mais plutôt son insistance sur le droit et sur la coopération entre les États pour garantir la paix et le commerce. Union et arbitrage sont ainsi préfigurés comme la voie qui mène à la paix et à la prospérité. Et Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, en lisant l'ouvrage de l'abbé Saint-Pierre, j'aime bien citer Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, parce qu'il est genevois comme moi, louait le bien fondé de l'analyse. Rousseau énonça comme principale source de discorde l'imperfection du droit et préconisait une force coactive qui ordonne, je cite, une force coactive qui ordonne et concerte les mouvements des sociétés afin de donner aux communs intérêts et aux engagements réciproques la solidité qu'ils ne sauraient avoir par eux-mêmes. Et pour ce faire, il faut, selon Rousseau, une vraie volonté de changement. Et c'est une union d'États dotée d'un organe de concertation que Rousseau appelle de ses voeux. En Suisse, la Constitution de 1848 a mis en place une telle force coactive avec l'institution du Conseil fédéral, qui est le gouvernement fédéral suisse. Et les politiciens européens ont suivi une voie analogue 200 ans plus tard avec la création de la Commission européenne en 1958. Si j'ai souhaité porter votre attention, mesdames et messieurs, sur les idées qui ont inspiré le développement de la démocratie de la Suisse, c'est que l'expérience historique et intellectuelle de mon pays est de nature à fournir quelques éléments d'explication quant à ses capacités et à la manière dont il peut faire face
aux défis contemporains, n'étant ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Car la question qui se pose à nous, Suisses, à vous, Belges, à nous tous et toutes, c'est toujours la même. Comment faire pour que les membres de la communauté humaine vivent ensemble dans la paix, la liberté et la dignité? Aujourd'hui, on constate un bouleversement des rapports de force politiques et économiques, la montée des interdépendances de manière générale, la réponse des États à ces changements a constitué, a initié des processus d'intégration à la fois politique et économique au niveau régional, en partant de l'idée que plus on est grand, plus on est fort. Vous avez le Mercosur, l'ASEAN, le Conseil de coopération des États du Golfe, la Communauté de coopération d'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique eurasienne. Sur le continent européen, ça a été la création de l'Union européenne. L'Union européenne est l'un des projets de gouvernance transnationale et de recomposition régionale parmi les plus avancés. Elle fait néanmoins face à de multiples défis, à la fois intérieurs et extérieurs. L'Union européenne est née d'un besoin d'unité, rendu nécessaire par le changement des rapports de force après la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle répartition des pouvoirs exigeait des réponses communes, d'abord industrielles et commerciales, puis progressivement, au fil des traités, des réponses politiques. Toutefois, 60 ans après la signature des traités de Rome, la dimension politique, je crois qu'on peut le dire franchement, reste hasardeuse. En Syrie, les frappes contre l'arsenal chimique de Bachar el-Assad n'ont pas été décidées à Bruxelles, mais à Paris et à Londres. Au Mali, ce sont des troupes françaises et non des contingents européens qui sont déployés. Et les exemples se multiplient dans le Sud-Caucase. Après l'éclatement de l'Union soviétique, on aurait pu attendre de l'Union européenne et de ses institutions, dont l'aide financière dans la région était la plus grande, la plus substantielle, joue un rôle déterminant. Or, on a pu observer une déconnexion significative entre les apports financiers et l'influence politique. En Ukraine, l'Allemagne et la France sont des acteurs, des actrices. L'Union européenne comme telle est faible. À la décharge de l'Union européenne, il faut bien admettre que le contexte ne l'avantage pas. Le conflit dans le Donbass se prolonge. En Libye, les luttes de pouvoir s'avèrent dévastatrices. Le rôle de l'Union est difficile à percevoir en Syrie, où elle est cantonnée dans l'aide humanitaire. Et enfin, le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, ainsi que le renforcement et le rétablissement et le renforcement des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran, n'ont pas seulement réduit à néant 10 ans de négociations ardues, elles ont encore porté atteinte à la souveraineté européenne, paralysant ses objectifs de politique étrangère. Et l'Europe souffre de sa dépendance historique vis-à-vis des États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est déchargée de sa défense sur les États-Unis. Mais la stratégie des États-Unis a changé et change. Les interventions américaines sur le continent européen obéissent aujourd'hui à des critères limitatifs et les attaques du président américain contre l'OTAN laissent entrevoir ce qu'il y a 10 ans même on ne pouvait pas imaginer, un retrait du parapluie américain qui pourrait être envisageable. L'Union européenne est le plus grand marché intérieur du monde, a plus d'habitants que la Russie et les États-Unis réunis, plus de soldats en armes que Washington. Elle est le plus gros donateur d'aide publique au développement et dispose avec l'euro d'une des monnaies principales du monde. Pourtant, l'Union ne va pas bien. La question migratoire n'a toujours pas trouvé de solution. Les populistes gagnent dans quelques pays. Des forces centrifuges sont à l'œuvre. Alors pourquoi? Le sens d'une communauté de destin, je dirais, peine à s'établir. Les taux d'abstention lors des élections européennes de 2019, de 56,89%, ce taux n'est pas très différent de celui des scrutins précédents, 57% en 2009, 57,4% en 2014. Et puis, vous me permettrez une réflexion, l'élection de Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne a quand même laissé quelque amertume du côté du Parlement européen. Alors qu'il fut assuré aux futurs élus que leur voix compterait dans cette élection, le vote de quelques 200 millions d'Européens n'a en réalité que peu compté. Depuis 2009, les traités demandent que le ou la présidente de la Commission soit élue par la majorité du Parlement sur proposition du Conseil.
Un tel système va dans la direction d'une démocratie parlementaire où l'exécutif, en l'occurrence le ou la présidente de la Commission, est attaché à une majorité parlementaire, fixe ses priorités, rend compte de sa gestion au Parlement et au-delà aux citoyens et citoyennes. Du point de vue de la légitimité et de la représentativité, il est difficile d'expliquer aux citoyens et citoyennes pourquoi leur voix pèse peu, et ce tout particulièrement lorsqu'un lien clair fait défaut entre leur vote et la mise en place de la Commission, ce qui a été le cas en 2019. Je pense, mesdames et messieurs, que construire une démocratie transnationale au niveau européen suppose de s'engager dans un dialogue transculturel avec des participants d'origine historique et politique très différents, ouvrant ainsi des possibilités d'approche de bas en haut. La mise en place d'un espace politique commun est de ce point de vue fondamental. Il est au cœur d'une gouvernance transnationale, comme le démontre l'exemple de mon pays, de la Suisse. Et il est de nature à encourager la redistribution et la transmission des compétences à un niveau supérieur, en l'occurrence au niveau européen, renforçant ainsi la gouvernance centrale. Des votations et des élections régulières au sein d'un espace politique commun sont porteuses de confiance dans les autorités, renforcent la légitimité des décisions prises. Elles développent le sens de la communauté à travers une histoire, des activités, des projets communs. Pour un ensemble tel que l'Union européenne, le sens d'une communauté de destin ne peut se forger que sur des institutions, sur des politiques, sur des débats auxquels tous et toutes participent et adhèrent. L'Union européenne est un ensemble institutionnel complexe, composé de cultures, de langues différentes, réunissant des systèmes de gouvernement hétérogènes, impliquant différents niveaux de fonctionnement démocratique, chacun pourvu de compétences propres. Et une démocratie unitaire ne peut pas être l'avenir d'un ensemble aussi diversifié que l'Union européenne. Bon, mais il reste, mesdames et messieurs, que la source des faiblesses européennes ne réside pas uniquement dans quelques défauts et manques démocratiques et dans des divergences d'intérêts et de positionnement des États membres. Les tensions entre ceux-ci et la gouvernance centrale de l'Union y concourent également. Les États tiennent à conserver leur souveraineté dans les affaires internationales quand Bruxelles souhaite élargir sa marge de manœuvre et accéder au rang de grande puissance. C'est pourquoi l'Union européenne apparaît souvent comme un ensemble hétérogène naviguant à vue. Elle est une machine à négocier, controverses, compromis, blocages, menaces, finissent quand même, il est vrai, par produire des décisions reflétant un minimum de volonté commune. Mais pour les obtenir, cela demande beaucoup de travail, prend beaucoup de temps, et il existe des situations où ces mécanismes ne fonctionnent pas. Par exemple, Maastricht II, le refus d'une constitution européenne, les turbulences de l'euro, la crise migratoire, le Brexit. Quant à la défense de l'Europe, elle est entre ses propres mains. Elle est toutefois entravée par un obstacle d'ordre institutionnel, à savoir les divergences entre États membres au sujet de la politique étrangère et de sécurité. Le point de vue d'une observatrice extérieure, vous me pardonnerez peut-être ce point de vue, le processus d'intégration est imprégné depuis ses débuts par l'esprit français. Dans les corridors de Berlaymont règnent de purs produits des hautes écoles d'administration françaises. Si on avait pu un temps penser que du fait de la marche en avant de la puissance économique allemande allait s'établir un contre-pouvoir au centralisme français, on constate aujourd'hui une certaine solidification de l'influence française. La France dispose d'une force nucléaire, a toujours eu l'ambition d'être un acteur mondial de poids, et il n'est donc guère surprenant que le président français soutienne et s'engage pour une politique de défense et une armée européenne commune. Reste qu'une telle proposition implique très certainement une gouvernance plus centralisée et quelques délégations de compétences du bas vers le haut de la part des États membres. Idéalement, l'Union européenne pourrait alors être à même de jouer dans la cour des grands. Mais des doutes se font jour, à la fois de la part des États et des opinions publiques, sur l'intérêt d'une union plus intégrée, avec des pertes de souveraineté qui seraient liées. La présidente de la Commission, dans son discours d'introduction devant le Parlement européen, a précisé que les pays membres demeurent, je cite, transatlantiques et doivent devenir en même temps plus européens. Cette déclaration souligne l'engagement de l'Union européenne à développer une politique européenne de la défense sans pour autant remettre en cause l'appartenance de 22 sur 27 de ses États membres à l'OTAN.
Exemplatif d'une telle approche stratégique, c'est votre pays. La Belgique a acquis des avions de combat américains. En élisant le F-35, comme l'Italie et les Pays-Bas d'ailleurs, elle a choisi un parapluie de défense américain plutôt que franco-allemand. Et Charles Michel, votre Premier ministre, expliquait, je cite, « La sécurité pour nos petits-enfants sera liée au maintien et au renforcement d'une double alliance européenne et transatlantique. » En outre, le système de défense américain Patriot, de défense aérienne américain Patriot, est en service aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne et en Finlande. Le projet d'une armée communautaire hors du cadre de l'OTAN reste à l'ordre du jour de l'agenda européen, mais quelle que puisse être l'issue, il est évident que dans un monde interdépendant, une stratégie isolationniste, fractionnée pays par pays, même garantie par de puissantes armées, ne permettrait pas de résoudre les problèmes sécuritaires auxquels l'Union européenne est confrontée aujourd'hui. Et puis l'Europe n'est pas non plus autonome pour ce qui concerne les développements technologiques et industriels. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 10 plus grandes entreprises cotées en bourse, 7 sont américaines, 3 sont chinoises. Parmi les plus grandes entreprises high-tech, 11 sont américaines et 9 chinoises. Alors, mesdames et messieurs, ma conclusion, c'est que l'Union européenne, avec ses 27 membres, connaît les mêmes difficultés, toutes proportions gardées, de cohésion intérieure que la Suisse a connues au cours de son histoire, et pour la même raison, la gestion de la diversité. Elle est, encore une fois, un modèle institutionnel fondé sur la pluriappartenance, modèle qui ne permet que difficilement de déterminer un intérêt supérieur à la somme des intérêts particuliers, avec la conséquence que, par bien des aspects, la politique étrangère de l'Union européenne ressemble à celle d'un pays neutre, dirigé pour une grande part vers l'action humanitaire, l'aide au développement et la promotion de la paix. Plutôt que des modes de défense ou des garanties de sécurité, les actions militaires de l'Union européenne sont soit humanitaires, soit complémentaires à celles de l'OTAN. Seul d'ailleurs un État membre, la France, dispose d'une armée capable de mener une véritable guerre. Il va sans dire que les règles de fonctionnement démocratique ne sont pas les mêmes partout dans l'Union européenne, elles ne sont pas appliquées de la même manière partout. Il y a donc un besoin de cohésion. À l'heure du Brexit, des mésententes, à l'heure des incertitudes sur le plan international, la question de la stabilité de l'Union, de l'harmonie entre ses membres et de sa capacité d'assurer sécurité et bien-être à ses habitants et ses habitantes reste ouverte. Et concrètement, soit les États européens, soit vous acceptez la délégation de vos compétences à une autorité supérieure, et la chose est franchement peu vraisemblable, mais peut-être vous pourrez me compléter sur ce point, soit vous décidez de vous entendre sur des politiques communes rassembleuses, porteuses de cohésion intérieure, d'un profil reconnaissable sur la scène internationale. Vous me permettrez de revenir encore une minute sur l'exemple de mon pays, parce que je trouve le parallèle intéressant entre l'Europe et les développements de la Suisse au XVIe siècle. Au début du XVIe siècle, la Suisse est la principale puissance militaire en Europe. Aujourd'hui, ça vous paraît quelque chose de totalement impossible, mais on était la principale puissance militaire européenne. En 1512, la Suisse envahit la Bourgogne, assiège Dijon, impose un accord de paix au roi de France. La même année, elle occupe la Lombardie et en 1513, elle gagne la bataille de Navarre. Mais les Suisses réputés invincibles sont battus 2 ans plus tard à Marignane. Les dissensions entre les membres de l'Alliance, ainsi que la faiblesse de l'autorité centrale, la Diète, avaient rendu impossible l'adoption d'une position commune quant au nombre de soldats à fournir par chacun des cantons. Les membres de l'Alliance y avaient contribué sur une base volontaire, étant animés d'intérêts divergents, différents. Ils n'ont pas répondu au minimum vital pour gagner une guerre contre le roi de France. Et en 1516, un an après la défaite, la Suisse signe un traité de paix avec la France. Et de fait, les confédérés renoncent alors à une politique d'expansion militaire. Ils négocient des traités bilatéraux, d'abord avec la France, plus tard avec les Habsbourg, l'Espagne, Venise, réagissent aux pressions de l'extérieur, se montrent flexibles, s'entendent avec leurs partenaires et simultanément se tiennent en dehors de ce que nous avons appelé la grande politique. Ils adopteront 200 ans plus tard une politique étrangère empreinte de retenue
qu'on ne peut toutefois pas qualifier de politique de repli et de fermeture. La Suisse cherche à maintenir son indépendance en gardant ses distances vis-à-vis de voisins trop puissants. L'approche peut être qualifiée de pragmatique, adaptée aux circonstances. Et c'est d'une telle politique que naîtra au XVIIe siècle la notion de neutralité, les Suisses tirant les conséquences de leur situation. Ils sont une alliance de petits États divisés entre eux à propos de leurs intérêts géostratégiques. Et ils ont un pouvoir central faible, davantage une instance de coordination qu'une institution dotée d'un véritable pouvoir de décision. Et le rappel de ces faits historiques me renvoie au souvenir d'une conférence à laquelle je participais il y a quelques années en qualité de ministre des Affaires étrangères. Le thème de la discussion portait sur le Moyen-Orient. Et un collègue européen releva l'importance de l'aide financière européenne dans les territoires palestiniens occupés, tout en déplorant l'absence de rôle stratégique de l'Union européenne dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Comme pour la Confédération balbutiante, divergence d'intérêts entre États membres, fractionnement de la gouvernance étaient à l'origine du peu de succès de la politique étrangère européenne, malgré les sommes considérables d'argent qui y sont investies. Le statut de l'Union européenne au sein de la communauté internationale dépend, et pour une large part, de son apport à la production de biens publics et au règlement des problèmes globaux. De ce point de vue, les alliances, les partenariats entre États sont fondamentaux pour compenser les rapports asymétriques, et ce d'autant plus pour ceux qui n'appartiennent pas au club des grandes puissances, ce qui est le cas de l'Union européenne. Pour assurer sa sécurité, l'Union européenne a besoin d'un ordre mondial juste. Il convient donc non seulement de soigner ses relations avec d'autres, mais encore de gagner de l'influence dans les enceintes multilatérales, dans ces différents clubs, dans ces différentes organisations régionales où un tel ordre se définit. Pourtant, les divergences d'intérêts entre États membres relèguent l'Union européenne au mieux à un rôle d'actrice des équilibres régionaux. Pour une observatrice extérieure, le degré de méfiance entre les États du groupe de Visegrad et la vieille Europe sur la répartition des migrants est flagrant. Et parfois, la Commission semble d'ailleurs plutôt travailler à défendre les intérêts des deux plus gros États membres que ceux de l'ensemble des États membres. L'influence de l'Europe sur les affaires du monde reste par conséquent, et c'est un fait qu'on peut tous et toutes observer, limitée. Pourquoi alors ne pas changer, ne pas évoluer vers une politique étrangère assurant sa cohésion intérieure et un profil plus marqué au plan international, à savoir une politique de neutralité armée? Les raisons pour une inflexion de la politique européenne vers une neutralité tiennent à quelques principes. Au premier chef, la volonté de respecter la diversité de ses composantes, ses particularismes, ses valeurs, signifiant une politique étrangère assise sur un consensus européen. L'Europe renoncerait explicitement à la force comme instrument de résolution des conflits. Le recours à la force mène à une impasse dans laquelle on piétine en frappant à droite et à gauche sans durablement atteindre son adversaire. Et un nombre croissant d'ailleurs de pays et d'organisations ont compris cela, qu'il s'agisse de défendre des intérêts nationaux, de résoudre des problèmes globaux ou de faciliter des pourparlers entre parties à un conflit. Et d'ailleurs, ça ne serait même pas une révolution, mais juste une petite évolution, puisque dans la Constitution allemande, dans le préambule de la Constitution allemande, figure un objectif pour l'Allemagne de préserver la paix sur le continent européen. L'Allemagne est un ensemble pacifique, donc ça figure et c'est contraignant dans le préambule de sa Constitution. Quand la guerre et les conflits se multiplient, quand le fait accompli devient une méthode de gouvernement, renoncer à atteindre par la force ses buts de politique étrangère et fonder de manière explicite sa politique sur une neutralité, mais une neutralité ouverte, une neutralité active, serait courageux mais aussi efficace. L'Europe s'ouvrirait de nouveaux champs d'action dans le monde, elle pourrait jouer un rôle d'arbitre dans les conflits particuliers, se positionner en favorisant le multilatéralisme, la médiation, la prise en compte des intérêts réciproques avec une crédibilité accrue. Ça me frappe quand je vois les efforts du président Macron pour essayer de se faire l'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis, de voir à quel point c'est difficile pour lui, la France étant animée d'intérêts géostratégiques évidents qui pourraient, en tant que médiateur, lui enlever une certaine crédibilité, puisqu'on pourrait la soupçonner de défendre ses intérêts particuliers.
Et le choix de la neutralité active va au-delà des processus de paix difficiles et ou en suspens d'ailleurs. Il s'étend à des préoccupations comme la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption et le terrorisme. Et là aussi, à côté d'apports opérationnels, et plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, l'Europe aurait la capacité de contourner les blocs existants afin de réunir des alliances originales avec des groupes d'États transrégionaux. Le règlement international des conflits, leur prévention, le respect du droit international, ainsi que la réponse à des préoccupations globales pourraient représenter la clé de voûte d'une politique étrangère européenne. Alors, en conclusion, mesdames et messieurs, il me paraît que la vraie question est celle de la gestion de la diversité, de sa voix, de ses moyens. Ça serait là le fondement d'une autre politique. Et là se situe le vrai débat européen. Et la question, contrairement aux apparences, n'est pas que de pure forme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette présentation un peu provocatrice, mais qui fait bien réfléchir. En vous entendant, c'est vrai, comparer la construction européenne à ce qu'était la construction de la Suisse, je me suis dit, bon, ça a quand même pris un certain temps pour se construire, donc nous avons encore le temps. Mais c'est très intéressant et je trouve que votre commentaire sur la neutralité, sur le fait que l'Europe pourrait devenir un ensemble neutre est intéressant. Moi, il faut quand même toujours se rappeler que quand l'Union européenne s'est constituée, c'était pendant la guerre froide, donc on n'avait pas le choix. On était obligé de se défendre avec l'aide des États-Unis. Bon, depuis la fin de la guerre froide, en fait, c'est à cette époque-là que l'Union européenne a eu son moment de plus grande cohésion, hein, vers la fin des années 90. On a mené des opérations militaires. Quand Javier Solana disait quelque chose, on l'écoutait dans le monde. Enfin, on a connu cette petite période de grâce de l'Union européenne. Et puis sont venus les pays de l'Est, justement, qui sont rentrés. Et encore maintenant, comme vous l'avez dit vous-même, on est confronté à une sorte de différence. Disons, ces pays nous reprochent à nous de vouloir les obliger à être comme nous. Et donc, il faudra encore un certain temps pour qu'on puisse parler vraiment d'une même voix. Mais voilà, on y va. La Suisse a mis un certain temps pour y arriver. Mais je crois que l'Union européenne, moi je suis toujours optimiste, je crois que si on suit votre exemple, ça ira. Bon, je voudrais ouvrir la discussion maintenant. Qui est-ce qui va commencer? Merci. Si personne commence, je veux bien commencer. Madame la Présidente, Sébastien Ramsbeck, correspondant de la télévision suisse. Votre parti, le Parti socialiste, a subi une défaite historique aux élections de dimanche, le plus mauvais résultat depuis 1919. Et votre parti est aussi un des obstacles principaux pour un accord qui ferait les liens un peu plus étroits entre la Suisse et l'Union européenne, notamment à cause du protectionnisme social qui prône votre parti. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement un des dilemmes de la social-démocratie européenne, ce dilemme entre l'internationalisme de gauche et un protectionnisme de gauche aussi? Merci. Un protectionnisme de gauche, qui est justement un obstacle à des visions plus internationalistes. Écoutez, mon parti, le Parti socialiste, est pro-européen, et ça n'a pas changé. Le problème que nous avons maintenant dans la négociation d'un accord institutionnel, c'est-à-dire dans la poursuite de ce que nous appelons la voie bilatérale avec l'Union européenne, est un problème de droit applicable. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. La Suisse a un système d'accords bilatéraux qui sont statiques avec l'Union européenne. Ça veut dire que chaque fois que la loi européenne change, ces accords doivent être renégociés. Autrement, ils deviennent obsolètes au vu des changements, des évolutions du droit européen.
Et l'Union européenne nous dit, bon, ben, ça va, là, ça suffit, ça nous demande beaucoup de travail, de renégocier à chaque fois. On va trouver un système de reprise dynamique de l'acquis européen. Sur 5 accords, un accord institutionnel est prévu de chapeauter 5 accords importants des bilatérales sur les 140 accords que nous avons. Et il s'agit non pas d'une question uniquement de problèmes soulevés par le Parti socialiste, mais il s'agit d'une question générale de droit applicable. Ces 5 accords relèvent pour une grande part du droit européen et l'application et l'interprétation de l'application, la surveillance de l'application de ces accords reviendrait à la Cour européenne de justice, ce qui pose un problème, si vous voulez, de droit applicable. Le droit applicable en Suisse serait le droit européen. Et ça soulève un certain nombre de questions sur 3 points principaux. C'est la protection des travailleurs. La Suisse a... Vous savez, nous avons beaucoup de travailleurs étrangers, en particulier de travailleurs détachés, mais aussi de frontaliers, de travailleurs étrangers qui viennent en Suisse. Et la question, c'est une question qui se pose d'ailleurs à tous les États européens, que vous connaissez certainement aussi en Belgique, hein, c'est de savoir à quelles conditions ces gens-là travaillent et à quel salaire. Parce qu'autrement, il faut une concurrence, ce qu'on appelle du dumping salarial avec les salariés du pays, natifs du pays. Et donc, nous avons mis en place une série de mesures de protection en droit suisse qui ne sont pas complètement possibles ou compatibles avec le droit européen en la matière. Donc ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a des problèmes à reprendre la directive sur la citoyenneté européenne. Et le troisième problème, c'est un problème d'aide d'État. Et alors, à chaque fois, si vous voulez, vous avez des majorités différentes ou des oppositions différentes sur chacun de ces 3 problèmes. Donc la Suisse a demandé à l'Union européenne une une clarification sur ces 3 points. Et en attendant, on est en train d'essayer d'obtenir un consensus national sur chacun de ces points avant de pouvoir en parler véritablement avec l'Union européenne, qui a d'ailleurs d'autres soucis en ce moment. Mais tout ça pour vous dire que le Parti socialiste et la gauche, elle n'est pas du tout anti-européenne. Au contraire, ça veut dire que ça a toujours été un des piliers de la construction de cette série d'accords bilatéraux. Nous en avons 140 à l'heure actuelle. Et une fois trouvé un consensus sur la protection des travailleurs, sur la citoyenneté européenne et sur les aides d'État, très certainement la campagne de votation sera conduite par les forces qui traditionnellement ont soutenu le partenariat avec l'Europe, à savoir le Parti socialiste, le Parti radical, qui est un parti du centre droit, et le Parti démocrate chrétien et les Verts. Donc c'est comme ça qu'on a construit des majorités autour de la voie bilatérale et ça va continuer comme ça. Il y a des difficultés, la voie bilatérale n'est pas une autoroute, hein, c'est un petit chemin de montagne glacé, voilà, difficile, plein de cailloux, et parfois on a des stop and go, comme on dit. Mais ne mettez pas le Parti socialiste dans le panier des anti-européens, là franchement... Je crois que c'est une fausse interprétation. Très bien. Oui. Si vous me permettez un petit follow-up, c'est plus une question beaucoup plus générale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un dilemme entre les visions d'un monde plus internationaliste, aussi d'une gouvernance internationale, et justement aussi la peur des gens, qui sont typiquement aussi l'électorat de la gauche, des effets, des impacts de la globalisation. J'ai pas bien compris la question. Ma question, c'était pas uniquement sur la Suisse, hein, mais c'est plus généralement toutes les visions d'un monde avec une gouvernance internationale plus forte, avec une globalisation qui est gérée plus au niveau international, sur laquelle vous avez parlé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des obstacles, c'est justement aussi la peur des gens qui sont typiquement l'électorat de la gauche, de ça? Parce que ce n'est pas uniquement les forces de droite qui sont contre ça. Ce n'est pas une question uniquement sur la Suisse, c'est plus général et plus philosophique, oui. si vous voulez. Non, mais je pense que vous avez raison. Ça veut dire que la mondialisation, ça fait peur. Hein. Je veux dire, ça menace vos emplois, ça menace votre identité, on a peur de l'autre. Donc, je veux dire, c'est évident que c'est pas seulement du côté de l'extrême droite que viennent ces peurs. Elles sont nourries aussi par ces craintes existent aussi à gauche. Et c'est la raison pour laquelle
quand en Suisse nous avons accepté la libre circulation des personnes, nous l'avons assorti de ce que nous avons appelé des mesures d'accompagnement sur le plan social. Et moi, j'ai fait la campagne pour l'extension de la libre circulation des personnes aux 10 nouveaux pays membres, puisque la Suisse doit se prononcer sur les accords, et chez nous, il y a un référendum, il y a des votations sur ces objets importants. Et donc il y a une votation qui a été demandée. Moi j'ai fait la campagne et je peux vous promettre que la libre circulation des personnes, les Suisses sont des gens ouverts parce qu'on a une petite économie compétitive qui a besoin des marchés étrangers, on a besoin de la main-d'œuvre étrangère, les Suisses le savent, mais ces avancées sociales qu'on a obtenues avec la protection des travailleurs et des travailleuses, ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement, ont été un élément essentiel pour que les Suisses acceptent la libre circulation des personnes. Et aujourd'hui, on est confronté à une initiative populaire qui va venir en votation au printemps, et qui vise à supprimer la libre circulation des personnes en fonction justement des craintes dont vous faites état, c'est pas une votation qui va être facile à gagner, parce qu'encore une fois, vous avez raison, ces craintes sont partagées par, ça traverse les partis politiques, je veux dire, c'est pas uniquement une question gauche-droite. Et donc là, il va falloir montrer qu'on est capable de protéger les travailleurs et les travailleuses, aussi bien qui viennent de l'étranger que les nôtres. Ça veut dire que les conditions de travail et les salaires doivent être égaux pour tous ceux qui travaillent sur le marché suisse. Il n'y a pas une main-d'œuvre à bon marché et une main-d'œuvre qui serait mieux payée parce qu'elle est suisse. Donc c'est ça qui fait finalement ces mesures d'accompagnement. Et on voit dans tous les domaines, dans le domaine de l'écologie, de la protection de l'environnement. Regardez ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes. Les taxes ont fait exploser des gens qui n'avaient pas les moyens de payer plus cher leur essence parce qu'ils avaient besoin de leur voiture. Donc si vous ne mettez pas des mesures d'accompagnement dans les évolutions à venir, vous vous heurtez à ce genre de craintes qui deviennent de véritables obstacles. J'ai deux questions, pourtant chacune sur une des suggestions que de manière plus ou moins prudente vous adressiez à l'Union européenne, à la lumière de l'expérience suisse. La première porte sur ce que vous avez appelé la neutralité armée. Bon, il y a une grande différence entre la Suisse et la plupart des pays européens, c'est que vous avez encore un service militaire obligatoire. Alors, est-ce que, à la lumière de l'expérience suisse, vous recommanderiez, pour donner du contenu à cette nouvelle Europe de la défense, neutralité armée, est-ce que vous recommanderiez quelque chose comme un service militaire obligatoire? Donc, alors, juste une précision sur la neutralité armée, ça veut dire que l'État neutre se déclare ne pas vouloir utiliser la force armée pour étendre son territoire, se déclare un État pacifique qui ne fait que se défendre s'il est attaqué. D'où la neutralité armée. Maintenant, le service militaire obligatoire, en Suisse, ça a été d'une certaine façon très important pour assurer une certaine cohésion intérieure, pas de toute la population, mais des hommes, puisque les femmes ne sont pas obligées de faire du service militaire. Ce que parfois certaines féministes regrettent d'ailleurs. Elles disent que c'est un moyen de... Et dans la connaissance du territoire, dans la connaissance de l'autre, c'est un moyen, si vous voulez, dans la mesure où le service militaire se fait dans des régions où vous n'habitez pas, vous êtes conscrit avec des gens d'autres cantons, parlant d'autres langues, et donc ça peut aider à la cohésion intérieure. Maintenant, il ne faut pas me demander si c'est efficace sur le plan de la défense, parce que là, je ne suis vraiment pas une spécialiste sur le plan de la défense. La deuxième question porte sur les votations. Donc là, je sais que vous attachez une importance centrale aux votations pour l'identité même de la Suisse. C'est aussi une tradition très ancienne. Et je me souviens bien, il y a la Suisse seule a organisé plus de votations au niveau national que l'ensemble des pays du monde pris tous ensemble. Donc, il y a une certaine expérience locale et donc une certaine expertise. Et donc, sur cette base, donc, vous suggériez tout à l'heure que ce ne serait pas une mauvaise idée, si j'ai bien compris, de faire ça aussi au niveau de l'Union européenne. Mais alors, est-ce que vous pourriez être plus précise, peut-être vous avez des suggestions plus précises à faire sur la forme que ça pourrait prendre? Est-ce que ça devrait plutôt être des initiatives populaires, donc on réunit un certain nombre de signatures
un peu comme les initiatives citoyennes européennes, mais avec beaucoup plus d'implications, des implications beaucoup plus fortes, bien sûr, dans le cadre suisse, ou bien ça devrait plutôt prendre la forme des référendums d'abrogation, hein, donc de législation existante, hein, qui sont les deux formes de démocratie directe en Suisse. Alors, évidemment, en Europe, bon, ça fait beaucoup plus de millions de participants, donc c'est une opération beaucoup plus lourde, plus compliquée. Il n'y a pas une vieille tradition, donc ça demanderait beaucoup d'informations. Donc il faudrait sans doute procéder de manière modeste. Mais s'il faut avancer, est-ce que ce serait plutôt du côté des initiatives populaires? Donc il y a une idée qui passe un certain nombre de filtres et qui recueille un certain nombre de millions de signatures, et puis c'est soumis à un véritable référendum. Ou est-ce qu'il faudrait plutôt voir ça comme une forme de contrôle par le peuple de ce que des initiatives prises par un exécutif qui n'est pas vraiment élu, comme ne l'est en un certain sens pas vraiment non plus le Conseil fédéral en Suisse, puisque on met tout le monde dans le gouvernement. Donc, s'il faut aller de l'avant en Europe, qu'est-ce qui vous semble le plus important, le plus prometteur? Merci pour cette question. Donc, nous avons à la fois un système d'initiative populaire, donc la population récolte des signatures et propose des modifications constitutionnelles. C'est pour ça que dans notre constitution, on a un peu de tout. On a même voté sur les cornes des vaches, enfin bref. Mais c'est important, hein, je veux dire, parce que l'initiative vient des gens, hein, vient de la population, et le gouvernement est saisi de cette initiative, doit se prononcer s'il l'accepte, s'il l'accepte pas, le Parlement, etc. Et donc ça, c'est important. Et ensuite, on a un droit de référendum qui peut être obligatoire ou facultatif. Et le référendum, c'est comme vous dites, hein, ça veut dire que ça peut casser, en demandant une votation populaire par une récolte de signatures, là aussi, on peut casser une décision du Parlement, du gouvernement et du Parlement, en estimant que c'est une mauvaise décision. Donc, moi, sur le plan européen, l'histoire du référendum me paraît difficile dans la mesure où le système de gouvernance européen n'est pas encore suffisamment établi ou perfectionné pour permettre, parce que le Parlement n'a pas un droit de proposer des projets de loi, le Parlement européen, hein, donc c'est un peu compliqué. Il me semble que là, ça mériterait encore quelques évolutions. Par contre, vous avez un droit d'initiative européenne. Ce droit d'initiative aboutit devant la Commission européenne, mais il n'y a pas forcément de vote sûr, et il n'y a pas d'obligation de prendre en compte le résultat de cette récolte de signatures. Et c'est là que, sans grande modification, me semble-t-il, sur le plan juridique, on pourrait facilement obliger la Commission à mieux tenir compte des initiatives populaires. Et puis, dans un second temps, alors, ce qui est important, hein, en Suisse pour assurer la cohésion nationale et ses votes et l'intérêt de cette démocratie semi-directe, en réalité, c'est le fait qu'il existe un espace politique commun. Ça veut dire qu'au niveau fédéral, vous avez les partis politiques qui sont organisés au niveau fédéral. Au niveau de l'Union européenne, ça supposerait que vous ayez un espace politique commun entre les 27, que les débats politiques soient les mêmes au même moment dans tout l'espace politique européen, et que les votations se fassent au même moment sur une initiative populaire, par exemple, dans tout l'espace européen. Ça me paraît pas du tout impossible. La critique qu'on fait souvent à ce genre de choses, c'est de dire « oui, mais vous pouvez pas comparer la grandeur de la Suisse à la grandeur de l'espace européen ». Il me semble qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont on dispose, un vote et un espace politique commun à l'Union européenne sur des sujets en provenance d'initiatives populaires ne devrait pas être un trop grand obstacle, en tout cas pas sur le plan technique. Ça, c'est tout à fait faisable. Et alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis très différente d'un Zurichois. Je ne parle pas la même langue, je n'ai pas la même culture, mes référents historiques ne sont pas forcément les mêmes, mes référents littéraires sont complètement différents, mais je me sens suisse. Pourquoi ? Parce que je vais à Zurich défendre dans les débats à la télévision les mêmes choses que eux défendent et que moi je défends à Genève. Hein. Je veux dire, on parle tous de la même chose au même moment et on se sent une communauté de destin. Quand on parle de l'accord institutionnel dont on a parlé tout à l'heure avec l'Union européenne, on parle d'une communauté de destin.
Et les oppositions, elles ne sont pas uniquement en Suisse romande ou en Suisse italienne ou en Suisse alémanique, ça traverse le territoire. C'est peut-être une opposition ville-campagne, ça peut être... Et ça crée de la cohésion. Ça crée de l'intérêt pour la centralité. Ça crée de l'intérêt, ça crée une volonté générale, si vous voulez, dans le débat, au travers des institutions. Et c'est ça l'intérêt de cette démocratie. Ça permet aussi de fabriquer des équilibres et de ne pas être tout à fait gagnant ou tout à fait perdant dans tous les débats politiques. Parce que quand vous perdez une fois, vous gagnez la fois suivante sur des thèmes différents. Donc ça vous aide à vous identifier. Quand vous avez de la peine, parce que l'ensemble institutionnel est très diversifié, comme c'est le cas de l'Union européenne, comme c'est le cas de la Suisse ou c'est le cas de la Belgique, je dis, la question de l'identité nationale et de la volonté générale à former, elle devient extrêmement importante. Et c'est une des raisons pour lesquelles un pays a du succès ou n'en a pas, est capable d'agir et d'avoir de l'influence ou ne peut pas. Et là, je pense que la démocratie semi-directe et l'espace politique commun sont un des facteurs qui permettent de gérer cette diversité, si vous voulez. Et moi, j'ai envie de vous raconter une anecdote, parce que je ne sais pas si je vous l'ai probablement déjà raconté, M. Van Parijs. Ça vient de Schopenhauer. Schopenhauer dit, par une froide journée d'hiver, un groupe de porcs-épics cherche à se tenir chaud. Alors ils s'approchent les uns des autres, mais comme les porcs-épics, vous savez, ils ont des piques longues comme ça. Plus ils se rapprochent, plus ils se piquent, donc ils se font mal. Donc ils s'éloignent, mais en s'éloignant, ils ont froid. Donc ils font une sorte d'aller et retour, comme ça, jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne distance, où ils se tiennent chauds, mais ne se piquent pas. Eh bien, les relations à l'intérieur d'un pays entre les différentes langues et les religions, c'est un peu ça. Il faut être proche sans être trop, il faut être loin sans être trop. Et c'est ce difficile équilibre qu'on recherche. Et je pense que la démocratie semi-directe qu'on connaît en Suisse est un système qui permet de forger une identité nationale et de se sentir à peu près comme les porcs-épics qui cherchent à avoir chaud. On a une sorte de destin commun. On pourra parler des porcs-épics aux personnes qui essayent de former un gouvernement fédéral en Belgique. Voilà. Le problème à l'Union européenne, on en est encore très loin, puisque, comme vous l'avez dit vous-même, on n'a pas de Parlement au niveau de l'Union européenne. Le Parlement européen n'a pas de droit d'initiative. Bon, il ne remplit... Et rien que passer à ça, bon, il y a des propositions. Je crois que Ursula von der Leyen a accepté, disons, de rentrer, d'ouvrir ce débat, mais ce sera encore très difficile à passer. Mais c'est pour ça que je pense, pour terminer ce débat-là, que le droit d'initiative que vous avez déjà peut être amélioré dans la manière dont il est reçu par la Commission et dans la manière de ce qu'on en fait, quoi. Je veux dire, que les citoyens se sentent véritablement pris en compte. Cette initiative, on sait qu'elle va devenir quelque chose, que peut-être elle n'aboutira pas à une votation et à un espace politique commun, mais au moins il y a une obligation d'en faire quelque chose, quoi, je veux dire, de la traiter. Merci. Je m'appelle Remo Hess, je suis correspondante de l'Aargauer Zeitung et Luzerner Zeitung ici à Bruxelles. Madame la Présidente, j'ai une question. Vous avez fait des parallèles sur l'Union européenne aujourd'hui et la création de l'État fédéral en Suisse. Mais il faut quand même dire que juste avant la création de l'État fédéral en Suisse, il y a quand même eu une guerre civile en Suisse. Et alors, si on garde ça en tête, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça signifie si on transporte ça à l'Union européenne? Est-ce qu'il faut avoir un élément de force, même si c'est seulement politique, pour aller vers le prochain pas de donner la souveraineté à un niveau plus supranational? Non, mais je vois ce que je voulais dire. C'est vrai qu'on a, je veux dire, l'évolution vers le système
qu'on a aujourd'hui de gestion de la diversité, la démocratie institutionnelle qu'on a aujourd'hui, ça s'est pas fait sans effort, hein. J'ai fait un raccourci historique, mais c'est vrai qu'on a connu des guerres de religion. On a eu le Kulturkampf, il y a eu des morts, mais mais ça s'est pas fait sans effort. Et la manière dont on est sorti de cette Kulturkampf est pour moi quand même assez intéressante, parce que au lieu d'avoir l'hégémonie, au lieu que la sortie de ces guerres et conduit à l'hégémonie de l'un sur les autres, au contraire, on a recherché un système d'équilibre et d'arbitrage. Et en ça, c'est effectivement assez intéressant. Maintenant, l'Union européenne n'est pas obligée de se tuer pour arriver à un système de recherche d'équilibre des systèmes. Je veux dire, en Belgique aussi, on recherche l'équilibre entre les différentes composantes du pays, hein. Je veux dire, c'est des choses qui sont d'une très grande modernité, d'une très grande actualité aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai placé le débat sur la gestion de la diversité. De plus en plus, les ensembles, c'est plus des nations au sens où on l'entendait plus avant, au siècle dernier, hein, je veux dire. Ce sont des ensembles composites. Vous avez différentes populations à l'intérieur d'un pays. D'ailleurs, la démocratie suisse, elle est fondée sur 4 langues nationales et cultures, mais on en a plus que ça, et ça devrait évoluer encore. On devrait encore mieux prendre en compte ces différentes composantes. Donc c'est le même débat un peu partout. C'est un débat qui est moderne, mais ma référence à la constitution de l'État fédéral voulait dire que les mêmes recettes valent. Il y a un certain nombre de leçons à tirer des échecs et des efforts et des choses qu'on a vécues. Il y a un certain nombre de leçons à tirer quand on voit un ensemble comme l'Union européenne qui ressemble furieusement à ce qu'était la Suisse au début, avec des cantons qui étaient des États, avec des douanes, des monnaies particulières, etc., qui a évolué vers un système plus centralisé, mais quand même une fédération très décentralisée. Et là, il y a des leçons à tirer quand on voit l'évolution d'un ensemble comme celui de l'Union européenne. Il y a quand même une différence, question que je voulais poser. Pour l'Union européenne est comme un poisson dans l'eau dans le multilatéralisme, hein. C'est un peu grâce à nous que le multilatéralisme, les Nations Unies, enfin toutes les organisations fonctionnent et se développent. La Suisse a énormément de mal ne fût-ce que votre adhésion aux Nations Unies, enfin, donc qui a attendu jusqu'en 2002, et au niveau européen aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Est-ce que c'est le système de votation, ou est-ce qu'il y a des raisons plus profondes? Je dirais qu'on n'a pas de mal avec le multilatéralisme, puisque toutes les organisations internationales ont leur siège à Genève, le siège européen des Nations Unies, donc on n'a pas de mal du tout avec le multilatéralisme. Le problème s'est posé au moment de la Société des Nations et après des Nations Unies. C'est un problème de neutralité, puisque la Suisse est un pays neutre qui ne peut pas participer aux guerres des autres. Et le problème s'est posé avec la prise de sanctions, l'envoi de forces des Nations Unies pour rétablir la paix. Donc il a fallu des armées de juristes pour essayer de rendre compatible, et un changement de paradigme d'ailleurs, pour essayer de rendre compatible le droit de la neutralité avec l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies. Et vous savez, les Suisses et les Suissesses, ils se sentent très neutres. C'est leur identité. Je veux vous demander moi, j'ai une élève dans un de mes cours. Je faisais un jeu de rôle sur la question du Karabakh, et des élèves devaient défendre la position de la Turquie et d'autres de l'Azerbaïdjan, non, de l'Arménie, pardon, et de l'autre de l'Azerbaïdjan. Et une des élèves est venue vers moi. Elle m'a dit, moi, je peux pas défendre la position de l'Azerbaïdjan. Je suis suisse, je suis neutre. Donc, vous voyez que donc vous pouvez pas jeter la neutralité par la fenêtre et dire on s'en fout, tant pis, on rentre aux Nations. Il a fallu réconcilier le droit de la neutralité avec l'appartenance aux Nations Unies. Et on considère désormais que les soldats suisses peuvent participer à des opérations de maintien de la paix, pas de rétablissement, pas des opérations, disons, un peu robustes, mais de maintien de la paix au sein des Nations Unies, parce que ces opérations sont considérées comme des opérations de police et non pas comme des guerres d'agression.
Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de contradiction avec la neutralité suisse et le droit de la neutralité qui a été reconnu d'ailleurs par les Nations Unies. Donc, ça a demandé, c'est pas parce qu'on est opposé au multilatéralisme, la Suisse est un pays ouvert, est un des pays les plus globalisés, les plus, voilà, et qui a intérêt d'ailleurs au multilatéralisme, parce qu'on n'est pas une grande puissance, mais je fais le raisonnement pour l'Union européenne de la même façon. On n'est pas une grande puissance, donc on a intérêt à ce que les mêmes règles valent pour tout le monde. Parce que nous, tout seuls, on n'est pas Monsieur Trump. On ne peut pas imposer des sanctions à la terre entière ou faire valoir nos règles aux autres. Donc, on a intérêt à avoir les règles pour... Ceci dit, l'Union européenne, au Conseil des droits de l'homme, c'est un petit problème. Parce que vous n'êtes jamais d'accord entre vous. Et alors, le problème, c'est la prévisibilité des positions de l'Union européenne. Il y a une partie des diplomates européens qui quittent la salle, une autre partie qui reste, une partie qui dit oui, une partie qui dit non, sur des sujets délicats. Et aux Nations Unies, c'est pareil, hein, c'est un peu délicat. C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire le besoin de cohésion. Et vous êtes un ensemble d'États dont les intérêts géostratégiques ne sont pas toujours convergents. Et donc, ça pose problème. Et même en matière de droits humains, je citais M. Macron qui faisait la leçon à Mme Merkel parce qu'elle voulait un embargo sur les exportations d'armes à l'Arabie Saoudite et que la France avait au contraire intérêt à en vendre. Donc vous voyez que c'est la raison pour laquelle la Suisse s'est déclarée neutre, parce que les divergences d'intérêts entre cantons étaient si fortes, hein, qu'on avait de la peine à avoir une position commune. Mais c'est ce qui arrive aussi à l'Union européenne aujourd'hui. Alors que l'Union européenne est la seule ensemble qui vraiment défend le multilatéralisme. Oui, vraiment. Et l'espace économique européen? Pour nous, on n'est pas dedans. Non, mais pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Et ça a été refusé par votation populaire. Ça a été refusé par votation populaire parce que les gens c'était une antichambre ça a été considéré comme une antichambre de l'adhésion, à l'époque. Et donc les gens ont refusé en votation populaire en 1992 d'adhérer à l'espace économique européen. Et la Suisse s'est retrouvée toute nue, toute seule. Et donc on a décidé d'essayer d'avoir un certain nombre d'accords pratiques, pragmatiques pour régler les relations bilatérales, parce qu'on est où on est, au milieu de l'Europe. On ne peut pas vivre avec des murs autour de la Suisse. On est forcément obligé de commercer, d'avoir des relations politiques avec les voisins. Donc il a fallu bâtir un réseau de partenariat avec l'Union européenne. Ça a été ce qu'on a appelé la voie bilatérale. Mais personnellement, vous trouvez qu'il aurait mieux valu d'adhérer? Ah, moi, j'ai toujours été pour une appartenance à l'Union européenne, parce que je sens qu'il y a une communauté de destin. Mais encore une fois, il n'y a pas de majorité en Suisse pour l'instant pour adhérer à l'Union européenne. Les Suisses sont très contents de leur voie bilatérale. Ils n'ont aucune envie d'entrer dans l'Union européenne pour le moment. Et par conséquent, voilà, on va se retrouver avec les Britanniques. Donc. Plus de questions. Merci beaucoup. Je crois que c'était une conversation extrêmement intéressante. Dans la capitale de l'Europe, enfin qui est aussi celle de la Belgique, je crois que vos réflexions vont servir, vont être à alimenter des discussions qui iront même plus loin que ce dont nous avons parlé. Merci beaucoup d'être venu ici et meilleurs vœux pour l'accord cadre. Je sais que vous êtes toujours active pour le défendre. Oui, bon. Voilà.